Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une des œuvres du musée du Louvre. Il s'agit de la statue d'Aphrodite, qui est juste derrière moi, et qui est plus connue sous le nom de la Vénus de Milo. Alors cette statue est très connue grâce à son style, mais aussi, surtout, grâce à sa particularité, et ça paraît évident quand on la regarde, elle n'a pas de bras. Donc forcément, ça peut être un petit peu mystérieux, et ça va amener donc de la curiosité, et ça va faire de cette statue l'une des statues grecques les plus célèbres au monde. On va essayer de rentrer un petit peu dans les détails de son histoire et de sa composition pour pouvoir vous expliquer tout ceci. On va essayer de découvrir un petit peu l'histoire de cette statue. Alors, cette statue, elle vient d'où? Elle vient d'une île grecque qui s'appelle l'île de Mélos, mais qui a un autre nom, l'île de Milo. Donc là, jusqu'à là, vous voyez le rapport, la Vénus de Milo. Elle a été découverte en 1820 par un paysan avec son fils dans un champ. Donc au départ, il ne savait pas trop quoi faire. La nouvelle s'est sue assez rapidement et l'ambassadeur français du coin, le marquis de Rivière, a eu vent de cette nouvelle et a décidé d'aller rendre visite au paysan et à son fils. Il décide, devant la beauté de la statue, de l'acheter, pas vraiment pour lui, mais pour l'offrir au roi de France. Le roi de France, à l'époque-là, c'est Louis XVIII, vous pouvez voir sa tête ici, et ce fameux Louis XVIII va à son tour offrir la statue en 1821 au musée du Louvre, où elle réside encore actuellement. On va s'arrêter un petit peu sur la composition de cette statue. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur cette statue? C'est une femme, à demi dénudée, hein. On voit très clairement son drap, ici un bel effet drapé qui est bien rendu sur la statue, et donc une femme nue ici, à demi nue, sur donc cette partie supérieure du corps. Il y a plusieurs morceaux qui composent cette statue, puisque si l'on regarde bien ici, on a une scission. En fait, la statue a été faite de plusieurs blocs de pierre, il s'agit de marbre, et donc on imagine très bien qu'elle a été travaillée avant en atelier et elle a été assemblée par la suite. Donc on voit bien la séparation entre le bas du corps, le haut du corps, et on peut imaginer qu'il y avait une séparation également avec les bras, ce qui a pu fragiliser les bras et donc les rendre plus cassants. La statue, comme on la connaît et comme on a l'habitude de la voir, elle est toute blanche, toute pure. Mais enlevez-vous cette image-là, puisque à l'Antiquité, il ne faut pas imaginer que ces statues étaient toutes blanches. Elles étaient peintes, décorées, équipées de beaux bijoux, et donc elles ne ressemblaient pas vraiment à l'image que l'on se fait aujourd'hui des statues antiques. Pourquoi elles sont devenues blanches? Eh bien, il y a le temps, les intempéries qui font que toute la peinture a disparu, les bijoux ont souvent été perdus ou volés, et donc on a maintenant une toute autre image de ces statues-là qui étaient bien différentes à l'époque où elles ont été créées. Sur notre statue, sur la Vénus, sur l'Aphrodite, on a peu de traces de polychromie, donc peu de traces de couleur, mais on a quelques traces qui peuvent faire penser qu'il y avait des bijoux à cette époque-là. Si vous regardez son bras, juste ici, eh bien, on pouvait imaginer qu'un bracelet, un collier de bras, on va dire, qui couvrait son bras, était placé sur la statue. On peut imaginer qu'elle avait également une espèce de couronne dans les cheveux, puisqu'elle était toute coiffée, on ne voit pas l'arrière ici, mais il faut imaginer qu'elle avait un beau chignon comme ceci, qui est très bien rendu sur la pierre. Autre question que l'on peut se poser, qui est représenté sur cette statue? Pas vraiment facile de répondre à cette question. Elle a été retrouvée dans un champ, on n'a pas vraiment le contexte de sa création, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle a été créée, on n'a pas d'éléments très remarquables sur la statue qui permettent d'identifier la déesse.
D'habitude, on peut avoir des boucliers, des épées, des fruits, etc., qui vont permettre de reconnaître, d'identifier plus facilement les dieux ou déesses qui sont représentés en statue. Là, c'est assez difficile de retrouver ceci. La semi-nudité peut quand même avoir un lien avec Aphrodite, donc déesse de l'amour, aussi appelée donc Vénus chez les Romains. Mais il peut aussi s'agir d'une autre déesse, une déesse qui avait un culte sur l'île de Mélos, donc de Milo. C'est la déesse Amphitrite, mais il est très difficile de savoir exactement s'il s'agit d'Aphrodite ou d'Amphitrite. On n'aura d'ailleurs sûrement jamais la réponse. Dernière question que l'on peut poser sur la Vénus de Milo, c'est de quand date-t-elle? Autant avec un tableau, c'est assez simple de le savoir. Souvent, on a la signature du peintre et on a même souvent la date. Là, très compliqué, la statue a été retrouvée dans un champ, elle date de plusieurs milliers d'années et il n'y a aucune signature. Très difficile donc de savoir de quand elle date exactement. Il y a cependant quelques indices qui peuvent donner des pistes de datation. Ça va être surtout dans le style de la statue que l'on va pouvoir essayer un petit peu de dater cette œuvre d'art. Son style, il est assez, au début, classique. En tout cas, c'est ce que l'on pense. Il y a plusieurs périodes dans l'art grec, une période plus archaïque, donc avec des représentations d'hommes assez strictes, on va dire, peu de mouvements, des visages assez durs, et il va venir la période plutôt classique, au 5e, 4e siècle avant notre ère, et donc cette période va ajouter un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de précision dans la représentation de l'anatomie des corps. Et donc ces mouvements, ce corps à moitié nu déjà, va peut-être faire penser à cette époque classique. Cependant, d'autres spécialistes pensent que la statue est plus tardive, elle serait plutôt de l'époque hellénistique, donc c'est-à-dire à peu près le 2e siècle avant notre ère. Pourquoi ? Puisque la statue, on va dire, est un petit peu charnue, elle n'est pas toute mince, même si bon, quand même, on est plutôt pas mal, mais on a aussi des effets de mèches, de cheveux, etc., qui vont plutôt se retrouver donc à cette époque-là, cette époque hellénistique, une époque plus travaillée, et donc on peut dater, pour l'instant, c'est ce qui est admis en tout cas, cette statue du 2e siècle avant notre ère, sans vraiment de certitude là-dessus. Donc l'ensemble de ces mystères, le manque de bras, le manque de datation précise, on ne sait même pas qui elle représente exactement, font de cette statue une œuvre très étudiée, très épluchée, il y a énormément d'articles dessus, beaucoup d'études de spécialistes se sont penchés sur cette question. Le contexte même de sa découverte a amené des passionnés à se pencher un petit peu sur cette œuvre d'art. Et donc, ça fait de cette Vénus de Milo une statue bien particulière dans l'histoire de l'art antique, l'une des stars du musée du Louvre. Et donc, c'est pour ça qu'on vous en a parlé aujourd'hui. C'est l'un des grands chefs-d'œuvre de ce musée.